Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. On est là, on est frais, on est dispo. Ce soir, preview du monument ardennais de cette saison, Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Et pour m'accompagner ce soir dans cette preview, Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut la Torne, bah écoute, ça va très bien. Bonsoir à tous. En grande forme, ça y est, les beaux jours sont là, donc moi j'ai le moral et puis on a passé un tellement beau mois d'avril avec des courses de folie. Voilà, on espère que on va conclure en beauté ce dimanche. Donc, voilà, impatient de pouvoir décortiquer et imaginer ce qui peut se passer ce dimanche. Je pense qu'on va avoir une belle course et pas mal de rebondissements. Tout à fait. Alors Liège-Bastogne-Liège, ça va clôturer un petit peu cette première partie des saisons de classiques. Mine de rien, c'est passé vite. C'est déjà le 4e monument de la saison. Et on en a pris plein les yeux sur les premiers. Ah, c'est incroyable. Non, mais franchement, on a vécu un truc de fou. On vit une époque de fou. Quand tu compares aux classiques, alors c'était déjà sympa, des années 2010. Allez voir d'ailleurs notre triple couronne sur les Ardennaises si vous l'avez pas encore écouté. Mais ouais, on vit un peu un âge d'or, notamment sur les classiques principalement. On a eu des trucs de fou, des trucs qui ont été débridés. Et c'est parti 2 heures avant l'arrivée, c'était déjà à fond les ballons. Donc voilà, franchement, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Il y a que la flèche où c'est parti à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, mais bon, ça c'est la classique, un peu traditionnel, on va dire. Voilà, il en faut bien une dans l'année. Mais sinon, j'ai pas vu une seule classique où on s'est emmerdé. Donc voilà, je pense que dimanche encore, avec les coureurs qu'on a de la trempe des champions actuels, je pense qu'on va avoir droit à une magnifique édition de la doyenne. Par contre, j'ai kiffé, tu vois, sur la flèche, là, ce petit rajout de la côte juste avant, là, le mini mur de huit avant le mur de huit, là. J'ai trouvé que, tu vois, je me suis dit, alors bon, maintenant, on sait que s'ils le remettent l'année prochaine, il y a des chances que ça attaque pas dedans, mais quand ils l'ont passé là pour la première fois, je me suis dit, ça se trouve, on va avoir un mouvement de course avant, enfin, tu vois, ça rajoutait un petit côté fun, un petit côté nouveau. Bon, finalement, on n'a pas eu d'attaque ou quoi que ce soit, mais voilà, petite côte sympa, peut-être pour une prochaine, éventuellement. Voir une attaque, même si j'en doute. Je pense que maintenant le scénario sur cette course-là, il est verrouillé. Et comme on en parlait un peu, enfin comme vous en parliez sur la triple couronne, à l'époque où Liège-Bastogne-Liège se gagnait en haut d'une côte, ça attaquait pas avant, quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors surtout la différence, c'est que c'est une côte, c'est pas n'importe laquelle. Le mur de Huy, on l'a bien vu avec tous ceux qui tentent d'anticiper. C'est impossible ensuite de tenir dans le mur tellement le lactique il est monté dans les jambes avant. Et quand tu débarques dans une côte d'1 kilomètre à près de 15-16% de moyenne, tu t'en peux plus et tu perds trop de temps. Donc non, ça c'est pas forcément utile d'anticiper. Donc mais bon, ça dérange pas parce que en vrai, c'est la seule fois de l'année où c'est un peu rendez-vous de l'année et peut-être les 2 minutes parmi les plus intenses qu'on connaît sur la saison cycliste. Donc c'est un peu la marque de fabrique de la flèche. Le Milan-San Remo belge. Ouais, moi ça me dérange pas. Ça me dérangerait si Liège ça se finissait encore en côte, si également l'Amstel ça se finissait sur le Cauberg, mais c'est pas le cas. Les 2 autres Ardennaises, c'est depuis 1 ou 2 ans là, ça se débride bien. Loin de l'arrivée, donc voilà, il en faut pour tout le monde et c'est quand même un beau spectacle de voir ces coureurs à l'arrêt dans cette pente à 20% et ce suspense, ce faux suspense qu'on a pu avoir sur cette flèche wallonne. Mais voilà, en tout cas, moi je pense que ça fait partie de son histoire et l'histoire que se construit cette classique. Donc moi, je valide ce parcours de la flèche. Alors Titien, on a du boulot pour cette preview. Alors du boulot et pas du boulot à la fois parce que on va vous expliquer un petit peu comment l'émission va se dérouler. Une première partie, alors d'habitude on fait les favoris, les outsiders, les wildcards, etc. Bon, là c'est un peu complicado de mettre les favoris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite y aller franc jeu avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Il y a un grandissime favori pour dimanche, c'est Tadej Pogačar. Je me rappelle, Titien, que dans votre triple couronne, vous disiez qu'on n'était pas prêt tout de suite de voir un mec qui ferait le triplé flandrienne. Bon, spoiler alert, il y a un gars, il est pas trop mal parti là. Genre, à mon avis, il est bien parti. Voilà. À moins que, et c'est ce qu'on va détailler dans cette première partie d'émission, qu'est-ce qui pourrait faire perdre Tadej Pogačar dimanche ? Voilà. Donc on va détailler un petit peu. Alors
Bien évidemment, on a essayé de trouver des trucs, hein, parce que voilà, donc on vous dit pas que ça va arriver à 100%, on est un peu dans nos boules de cristal, on essaye de voir des indices, on est là, parce que bon, voilà, comme on l'a dit, on va pas se mentir, il est archi favori le Tadej, et c'est difficile d'imaginer comment ce Liège-Bastogne-Liège pourrait lui échapper, sachant qu'on vient de le voir, il a gagné l'Amstel dimanche, la Flèche aujourd'hui, mercredi 19 avril, et que du coup, Liège lui tend les bras. Dans une deuxième partie, on parlera quand même des outsiders, qui ont quand même leur place et qui pourraient venir tirer leur épingle du jeu, notamment peut-être dans un scénario de course dont on parlera, qui pourrait faire perdre Tadej Pogačar. Et puis on se laissera le droit à une petite wildcard, voilà. Une petite wildcard sympa des familles, un petit mec dont on a envie de parler, ou voilà, qui pourra peut-être sortir suite aux 2 premières Ardennaises qu'on a eues, parce qu'on a eu, sans dire qu'on a eu des grosses surprises, on a quand même eu des mecs qu'on perf. C'était agréable de les voir à ce niveau-là, des mecs qu'on suit des fois depuis un petit moment et tout, dont on vous parle. Donc on va attaquer tout de suite. Titien, pour toi, qu'est-ce qui peut faire perdre Tadej Pogačar ce dimanche ? Eh ben, écoute, je vais dire qu'au début, c'est le parcours, et comme ça, je vais peut-être commencer par décrypter le parcours, si ça te va. Ouais, tout à fait, j'avais un peu zappé cette étape, t'as raison, on va commencer par là. Mais voilà, peut-être que c'est quand même les plus de 4000 mètres de dénivelé déjà qui vont lui peser dans les jambes. Bon, alors ça va peser également dans tous les jambes des coureurs, mais la Liège-Bastogne-Liège, c'est la doyenne, c'est 258 km, 258,1 précisément pour 4525 mètres de dénivelé. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a qu'une seule étape des 21 du prochain Tour de France qui dépassera ce dénivelé. Donc voilà, ça monte, ça descend, c'est des côtes qu'on appelle des côtes ardennaises. Voilà, c'est des côtes plutôt de 2-3 km à environ 8-9% de moyenne. Donc c'est à partir de la seconde moitié de course, c'est vraiment un toboggan. Liège-Bastogne-Liège, pour vous redonner un peu quelques éléments, c'est une course, c'est pour ça qu'on l'appelle la doyenne, hein, c'est la plus ancienne des classiques, puisque la première édition s'est déroulée en 1892. Est-ce que tu sais d'ailleurs, Théo, pourquoi cette course a été créée ? Alors la dernière fois c'était une histoire de vélodrome. Ouais, mais là il n'y a pas de vélodrome là. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un mec à Liège qui voulait aller chercher des gâteaux Bastogne à Bastogne et du coup il avait une petite dalle, il a fait l'aller-retour dans l'après-midi, je sais pas. Pour éviter la fringale. Ah, écoute, c'est un peu comme le Tour de France qui était destiné à promouvoir un journal. Bah là, c'est pareil. C'était le journal L'Express et voilà, il fallait un peu promouvoir les ventes de ce journal. Et donc, ils se sont dit, tiens, si on faisait une petite course pour le mettre en avant. Et puis finalement, voilà, plus de 130 ans plus tard, c'est devenu un des 5 monuments du cyclisme. Une course incontournable, voilà, qui a vraiment sacré au fur et à mesure des champions. À tous les grands se sont imposés ici, les Merckx, les Hinault, etc. Et le parcours, c'est un parcours qui a pas trop changé sur les 20 dernières années. Alors c'est vrai qu'on n'arrive plus au-dessus de la côte de Hans, mais les enchaînements de côtes restent le même. On va dire que voilà, il y a un premier enchaînement de côtes au milieu de la course à partir de 160 km qui va être l'enchaînement, la côte de Stokke, de la côte de la Haute-Levée et du col du Rosier. Souvent il y a des seconds couteaux qui attaquent là, voilà, parce que ces 3 côtes assez longues, hein, finalement de 3 km qui vont s'enchaîner jusqu'à environ 60 km de l'arrivée. Et puis ensuite, on va approcher tout doucement de Liège pour voilà l'enchaînement final et tout devrait se décanter comme l'an dernier dans la côte de la Redoute, qui est sûrement la côte la plus mythique de Liège-Bastogne-Liège. La côte de la Redoute, c'est près de 2 km à 10% de moyenne avec une seconde partie vraiment très difficile. Et puis ensuite, après cette côte de la Redoute, ça redescend pas, il y a un faux plat. Ensuite, on arrive sur la côte des Forges qui n'avait pas été empruntée l'année dernière, mais qui fait également bien mal. Un bon kilomètre et demi également à près de 10%. Et puis on va redescendre et prendre la côte finale, le juge de paix du parcours, qui a été introduit en 2008 et qui a plus quitté l'épreuve depuis, c'est la côte de la Roche-au-Faucon. Alors cette côte de la Roche-au-Faucon, elle est en 2 parties, avec une première partie, donc on est au pied à environ, je dirais, 16 km de l'arrivée, une partie d'1,5 km très très pentue, ensuite une courte descente, et puis souvent les coureurs ils croient que c'est fini, mais non, il y a un bon faux plat même, voilà, bien compliqué d'un bon kilomètre. Va être la dernière occasion de s'extraire du groupe de tête à environ 12 km de l'arrivée. Et puis ensuite, voilà, on va partir sur 10 km de faux plat descendant pour rejoindre Liège. Voilà, Liège qui sacrera sûrement un coureur très très fort, puisque comme vous avez vu, des côtes très très pentues tout au long du parcours et qui vont faire que s'enchaîner. Donc voilà pour le parcours de ce Liège-Bastogne-Liège.
Et là, du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un peu embêtant. Alors, on parlait du parcours qui pourrait gêner Tadej Pogacar, mais on se dit, ah tiens, en fait, c'est peut-être la classique qui lui correspond le mieux. Ouais, effectivement. Enfin, le monument, du coup, mais... Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais autant, tu vois, une flèche wallonne, moi, j'étais toujours réservé à ce qu'il la gagne. Bon, finalement, il l'a gagné parce que dans tous les cas, il est tellement au-dessus à ce moment-là. Et Pogacar, je trouve que c'est pas vraiment sur une ascension sèche qu'il est le meilleur. Alors, il est très très fort, évidemment, et déjà au-dessus du lot là-dessus. Mais je trouve que c'est un coureur, on a pu le voir, hein, notamment sur le Tour des Flandres, sur l'Amstel Gold Race. Ça l'embête pas de partir de loin parce que lui, c'est sur la répétition des efforts, hein, qu'il est vraiment très très fort. Je pense qu'il y a des coureurs qui peuvent l'accrocher sur une ou deux côtes, mais ensuite sur une heure intense de course avec plusieurs montées. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, Liège, ça lui correspond ici très très bien, notamment si la course se lance de loin, vraiment sur ses qualités d'endurance, de résistance, et puis également sur sa facilité à grimper. Je pense que je vois mal, en tout cas, le parcours lui être défavorable. Bah écoute, sur cette flèche, en fait, je pense que la flèche, je sais pas si tu te rappelles l'année où Alaf la gagne devant Roglic. Roglic qui était parti beaucoup trop tôt et on se dit en fait s'il part juste 300 mètres plus loin, il gagne quoi parce qu'il était au-dessus. Je pense que Pogacar sur les premières années, il avait pas compris. Là, il s'est vraiment plié cette année à tu veux gagner la flèche wallonne, et ben t'attends et tu pars vraiment sur la fin et c'est là que tu produis ton effort. Et j'ai l'impression qu'en fait la flèche wallonne, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui la gagnent plusieurs fois d'affilée, on l'a vu avec Alaf, avec Valverde, où on a l'impression qu'en fait ils deviennent imbattables, c'est parce que il faut vraiment savoir quand tu dois partir et produire ton effort au meilleur des moments, et des mecs très forts qui arrivent les années précédentes, mais qui sont du coup pas capables de la gagner parce qu'ils attaquent trop tôt, parce qu'ils sont là, ah mais en fait ça va aller, parce que machin, et qui finalement se cassent les dents dessus, bah il y en a quand même pas mal, et je pense que Pogacar, c'est un peu ce qu'il avait vécu les années précédentes. Après, en fait, ce qui est flippant et peut-être merveilleux avec Pogacar, c'est que je pense franchement qu'aujourd'hui, c'est le mec le plus fort pour répéter des efforts, mais je pense qu'en punch pur, dans une ascension comme ça, il est vraiment dans le top du top, quoi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que les Flandriennes, ça l'a rendu aussi un peu plus fort pour envoyer énormément de watts sur une côte assez courte. J'ai l'impression qu'il le développe de plus en plus et que sur une montée sèche, aussi pentue soit-elle, il est de plus en plus capable de produire un effort de dingue. Et bon, il l'a montré aujourd'hui parce qu'en fait, il lève pas le cul de la selle avant les derniers mètres où il décide d'attaquer. Il est là, il reste caché, il est patient et voilà. Et donc je pense qu'en fait, Pogacar, s'il court intelligemment les courses, là, clairement, aujourd'hui, pour moi, au vu du niveau de coureurs qui pourraient le battre sur des épreuves comme celle-ci. Remco, je sais pas. Je pense qu'un Roglic en pleine forme a largement de quoi tenir un Pogacar sur une côte comme ça. Peut-être que Remco aussi, hein, parce qu'on les a vus assez finalement similaires, Remco et Roglic, quand ils se sont affrontés en début d'année sur des côtes où il fallait envoyer lourd sur la fin et garder du punch et de la fraîcheur pour gagner au sprint. Et après franchement, je sais pas. Hein. Je me demande si un Vingegaard au top de sa forme, il est capable de produire ça. Je suis pas persuadé. Et je me dis, l'époque des gros punchers véloces capables de tu vois, d'un Alaphilippe, par exemple, bah, Prime Alaphilippe, je pense qu'il peut tenir Pogacar, mais là, actuellement, je pense qu'il est loin derrière, quoi. Donc en effet, c'est pas la classique qui de base lui convient le plus, mais là, vu comme il l'a manœuvré aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il peut la manœuvrer comme ça sur les 10 prochaines années, c'est à l'aise, tu vois. Ouais, alors après, c'est dur à dire. Moi, je pense qu'à Vingegaard, il peut le tenir parce que l'arrivée de la planche des belles filles, si l'année dernière, c'est de la super planche, c'est vraiment un truc de puncher. Je pensais à celle-là, ouais. Et il bat, donc non, mais je pense qu'effectivement, là, sur tu cette vois, il a course-là, failli. Il a failli, et Vingegaard, on l'a pas vu encore s'essayer vraiment sur cette. Enfin, je sais même pas s'il l'a déjà faite, même la flèche. Et tu vois, je pense que. Si, il l'a fait l'année dernière et on l'avait vu craquer totalement à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, mais il n'était pas du tout en forme. Oui, c'est ça. Donc, il a jamais joué le final en tout cas. Mais tu vois, je pense que en vrai, je pense vraiment que c'est une classique. Tant que tu l'as pas faite une ou deux fois, je pense que c'est hyper difficile d'arriver et de dire je vais la gagner. Et d'ailleurs, tu le vois très souvent avec les mecs qui sont hyper bons, ils y arrivent et ils se disent soit c'est une course de côte et bah de toute façon, mais même tu sais, des gars qui sont très bons et qu'en fait on voit même pas jouer le final, qui craquent au milieu de la côte, enfin tu vois, il y en a quand même pas mal. Hein,
Et, Ouais. et là, je me dis, avec l'avance qu'a Pogacar, du coup, par rapport à d'autres mecs qu'on pourrait lui mettre dans les pattes aujourd'hui, c'est-à-dire des Remco, des Vingegaard ou autres, bah putain, ça y est, il l'a fait 3 fois, Pogacar, il la maîtrise, quoi, j'ai l'impression. Ouais. En fait, moi, je sais pas. Après, j'aimerais bien voir aussi. Après, Roglic avait fait le Giro cette année, mais l'année prochaine, il refera peut-être le Tour de France. Donc, on le reverra peut-être. Je pense que c'est une côte qui lui convient parfaitement. Et puis, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que vu les monstres qu'on a, un Evenepoel, il peut très bien être bon. Et puis, j'aimerais bien un jour voir, tu vois, autant, je pense qu'un Van Aert, il n'est pas assez punchy là-dessus, mais un Van Der Poel qui se prépare un peu, maintenant qu'il a tous ses monuments de début de saison, peut-être qu'il se prépare un peu plus pour viser les Ardennaises. Je sais pas si, tu vois, il perd 2-3 kilos et gagne encore un peu plus en punch. Je sais pas s'il pourrait pas faire quelque chose. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, là, sur cette flèche wallonne qui s'est déroulée, je pense que, voilà, même un Pogacar, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcé dans les 100 derniers mètres. Il était au-dessus, donc, voilà. Mais je pense que c'était des trois classiques, celle qui l'avantageait le moins aujourd'hui, et il a quand même gagné. Donc le triplé n'est plus très loin. Tout à fait. Après, j'étais déçu, tu vois, de pas avoir un D-Line Tunes, par exemple, aujourd'hui. Là, de ce que j'ai regardé, il devrait être au départ de Liège, mais je me dis pourquoi pas avoir refait la flèche, alors que l'année dernière, il l'a super bien manœuvré et que je pense qu'il a un profil parfait, typiquement pour ce genre d'arrivée, quoi. Ouais, je crois qu'il est pas dans une. Bonne phase. Enfin, genre, voilà, ses résultats, ils sont pas top depuis le début de l'année, donc voilà. Peut-être qu'il l'a laissé à Michael Woods ça aussi, tu vois. Ouais, Michael Woods, spécialiste du top 10, mais sur cette course. C'est clair. La flèche, faut toujours le prendre à bah oui, Fantasy, qu'il soit en forme, pas en forme, que tu l'aies pas vu depuis le début de saison. C'est l'assurance tout risque sur cette course. C'est clair de ouf. Bon, Titien, j'ai l'impression qu'on déroge un peu à notre programme. La question, c'était qu'est-ce qui peut faire perdre Pogacar, pas pourquoi Pogacar va gagner Liège, parce qu'il a déjà tout pété cette année. Alors, argument numéro 1, au-delà du parcours, est-ce que t'en as un à nous donner? Qu'est-ce qui pour toi va battre ou va faire perdre Pogacar ce dimanche? Alors, avant de parler de l'adversité, on en parlera après. Moi, il y a Pogacar tout court. Il y a son programme de course de l'année. Mine de rien, le gars est quand même au top du top depuis la Classica Ran Paiso intérieur, là, mi-février. Donc, ça va faire 2 mois et demi que le mec, il nous fait performance sur performance. Franchement, son seul raté entre guillemets de l'année, c'est Milan-San Remo, et voilà, c'est pas non plus un raté énorme. Il a enchaîné pour haute intensité. Donc il arrive au bout d'un cycle, mine de rien. Voilà, il avait pas non plus une marge de malade mental aujourd'hui. Voilà. Alors après, à l'Amstel, il a fait des écarts qu'on a rarement vus sur l'Amstel. Toujours est-il que ça lui convenait hyper bien, il faisait froid, ça partait de loin. C'est peut-être l'Ardennaise qui ressemble le plus à une classique flandrienne. Donc voilà, tout était un peu réuni. Et puis voilà. Est-ce que ça y est, il va pas payer un peu face à des coureurs qui vont arriver un peu plus frais, parce que soit ils ont visé les Ardennaises, soit parce qu'ils sont en préparation pour le Giro, ils vont sortir de stage. Voilà, est-ce qu'il va avoir assez de fraîcheur dans une course qui pourrait être plus débridée, partir de loin avec des côtes un peu plus pentues? Pour moi, c'est la première interrogation. Alors c'est vraiment une interrogation, hein. J'ai vu aucun signe montrant pour autant que Pogacar il était en train de plier les ailes, loin de là. Mais voilà, est-ce que on a vu des coureurs qui étaient très forts sur l'Amstel, très forts sur la flèche, à qui il manquait un peu de choses à Liège, parce que voilà. Et lui, il arrive quand même au bout d'un très très long cycle, donc ça peut être un premier argument sur le fait que voilà, il peut coincer dimanche. Voilà, c'est peut-être celui sur lequel je crois le moins, mais sans parler d'adversité, voilà, peut peut-être prendre ce facteur en compte. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord avec toi, partant aussi du principe que peut-être que les écarts étaient plus grands que d'habitude sur l'Amstel. Mais moi, finalement, sur l'Amstel, tant par rapport au mec qui l'a battu que à la manière dont il les a battus. Alors en plus, il y a eu cette petite polémique dans laquelle on va pas trop rentrer sur l'histoire de la voiture, l'aurait-elle aidé, blabla, machin. Bon, moi je pense qu'il aurait gagné dans tous les cas. Pogacar, voiture du commissaire, enfin voiture de l'organisateur juste devant lui, ou pas voiture de l'organisateur juste devant lui. Mais alors finalement, il termine avec 40 secondes d'avance sur Ben Illy, mais Ben Illy est resté pendant très longtemps à une vingtaine de secondes derrière. Ben Illy, c'est pas non plus
le top coureur de classique, hein, même sans lui manquer de respect. C'est un peu la découverte de l'année. Derrière, on a du Pidcock, on a Andreas Kron, on a Lutsenko, Badjoli, Van Gils, Skelmos, Kamp et Zingle. Voilà, le top 10. Alors oui, il y a de l'avance, mais j'ai pas l'impression qu'il soit non plus frité avec des monstres de la catégorie. Voilà, quand je regarde dans les années précédentes, alors il y en a qui étaient pas là, il y en a qui ont peut-être été éliminés à la pédale, il y en a qui ont chuté, il y en a qui ont machin, ok. Mais j'ai pas l'impression que Pogacar ait eu non plus l'adversité de l'année sur cette course-là. Et il m'a pas ultra impressionné. Pour moi, on est plus sur un Pogacar qui était en gestion que sur un Pogacar qui était en mode je sors le lance-flamme et je vous arrache la tronche les gars, il y a aucun problème. Comme il avait pu le faire sur l'Estrade Bianchi l'an passé, comme pour moi il l'a fait cette année sur le Tour des Flandres où clairement il était en mode il y avait zéro gestion quoi. C'était juste je sais où je vous pète et je vais vous péter fort. Là j'ai quand même senti, voilà, je l'ai senti un peu moins bien. Chose que j'ai senti aussi aujourd'hui, parce que oui, il gagne avec une certaine marge, mais sur la fin, on le voit quand même se retourner un paquet de fois. Alors, comme on l'a dit au début, hein, bien sûr, on essaye de trouver des indices, des signes, etc. Donc on n'est pas spécialiste de l'analyse du langage corporel des coureurs, mais quand bien même, il s'est quand même retourné plusieurs fois, puis on a vu que notamment sur les derniers mètres, un mec comme Skelmose avait, bah voilà, revient pas trop mal, il arrive à remettre un dernier coup de rein et tout. J'aurais pu penser qu'il la gagnerait avec de manière encore plus impressionnante aujourd'hui, et je pense qu'un Pogacar vraiment en forme, il l'aurait gagné de manière encore plus impressionnante, en mode c'est comme ça qu'on la gagne d'habitude, en attaquant sur la fin, ok, mais moi je suis Pogacar, et si je veux attaquer, j'ai vu la dernière fois que je pouvais pas attaquer trop tôt non plus, mais je pense que je peux attaquer un peu avant et gagner avec facile 50 mètres d'avance sur tout le monde, parce que moi je suis capable de le faire. Et du coup, je pense qu'en effet il arrive en fin de cycle, et que c'est peut-être le monument sur lequel il sera le moins en forme. Et du coup, je l'imagine pas trop mal, pas être le Pogacar qu'on avait sur le Tour des Flandres. Être un Pogacar un peu plus prenable. Et je pense qu'il est meilleur à prendre cette année sur Liège-Bastogne-Liège que sur le Tour des Flandres, clairement. Ouais, d'autant plus que là, il va être clairement attendu, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être tous contre Pogacar hein, dimanche. Donc voilà, après moi je reste assez nuancé là-dessus parce que, en fait, je sais pas si la concurrence est faible ou si on est un peu dans une phase de transition sur les Ardennaises où finalement on avait des mecs qu'on voyait tout le temps performer les années d'avant, par exemple le duo à la Philippe Valverde qui était un peu en incontournable des Ardennaises des dernières années, qui est plus là. Et finalement, derrière, en fait, on a des mecs qui sont là, mais assez inconstants. Pidcock, j'ai l'impression que sur les Ardennaises, il est bon des fois, mais des fois, il est moins bon. Tu vois, un Dylan Teuns, qui était un épouvantail l'année dernière, bon, cette année, il est pas là. Un Daniel Martinez, l'année dernière, on s'était dit qu'il était également très fort sur les Ardennaises. Cette année, il est aux abonnés absents. Enfin, voilà. Et je sais pas, en fait, si aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, là, on n'est pas avec une génération de coureurs qui se cherchent un peu sur ces courses. Il y a des mecs qui apparaissent comme Benini. Enfin voilà, je sais pas si on n'est pas dans une phase de transition où certains vont être en train de se dévoiler pour les années d'après et devenir des cadors des Ardennaises. Mais voilà, il y a plus ces spécialistes. En tout cas, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment des coureurs de grands tours dessus hein, sur ces courses. Et ouais, il y a plus vraiment de mecs, on se dit, c'est les spécialistes. Je me souviens, dans les années 2000, tu vois, t'avais des mecs comme Bogert, Rebellin, Di Luca, enfin, Gioa Bettini, c'était clairement des mecs, c'était les mecs des Ardennaises, quoi, qu'on allait voir, Valverde, évidemment. Et aujourd'hui, voilà, on est un peu dans des coureurs hybrides, il y a pas de coureurs spécialisés Ardennaises. Donc je sais pas si les mecs qu'on fait, voilà, top 10 derrière Pogacar, c'est soit des mecs qui sont pas assez forts, soit finalement aujourd'hui, le top de ce qu'on peut retrouver sur ce genre de course, hormis les 3-4 grands coureurs qui, effectivement, au-delà de Pogacar, n'étaient pas présents aujourd'hui, type Roglic, Evenepoel, ou voilà, finalement, hein, puisque derrière, les autres coureurs, Donc voilà, j'ai un peu cette impression de flou, de phase de transition derrière un mec qui surdomine actuellement. C'est un peu ça, mon impression. Non, je te rejoins. Puis des mecs qui confirment peut-être pas, alors pour X ou Y raison, hein, mais le niveau auquel on les attend. Par exemple, tu prends un Cosnefroy l'année dernière, on se disait, bon bah ça y est, il a passé un step, il va être capable de jouer la gagne sur les Ardennaises dès les années à venir. En fait, c'est un peu compliqué. Alors, il y a eu une chute, je crois, si je dis pas de conneries, cette année, hein, c'est ça? Chute sur Ouais, Amstel pour Cosnefroy.
Voilà, c'est pour ça il est forfait était forfait à la flèche là, incertain pour Liège. Donc voilà. Mais même Et au-delà de ça, par rapport au mec, comme tu disais, pour moi, clairement, là aujourd'hui, quand un Pogacar qui a un profil hyper intéressant sur ces courses-là se met au départ, bah, les mecs pour le challenger, clairement, là, je suis d'accord avec toi sur le changement de génération, et les mecs qui là tout de suite peuvent le challenger, c'est Evenepoel, qui sera là dimanche et dont on va parler juste après. C'est Roglic qui sera pas là dimanche, mais qui l'a déjà gagné et qui a clairement un profil parfait pour ces courses-là. Je pense qu'un Van Aert, mine de rien, tu vois. Alors Van Aert, je trouve qu'il a vraiment un profil atypique parce que, tu vois, quand je me dis qu'il faut que ce soit tout plat, soit faut que ça grimpe, mais un peu plus que juste un vrai coup de cul, tu vois. C'est très étrange, hein, mais c'est aussi peut-être parce qu'il a ce côté rouleur et un peu moins pur puncher, enfin j'en sais rien, mais l'année dernière, on l'avait vu quand même, hein, il revenait du Covid, il était un peu en galère, et finalement sur Liège, bah, il fait un beau Liège, quoi. Il se fait sauter sur la ligne pour la 2e place, mais je pensais pas qu'il pourrait faire une perf comme ça. Mais au-delà de ça, et je suis d'accord avec toi, je pense qu'un Van Der Poel, on l'a déjà vu capable dans des étapes accidentées, sur le Giro notamment, partir tout feu tout flamme à l'avant et tout. Je pense que clairement, le jour où il le décide, Van Der Poel, et même sans forcément trop changer physiquement, mais juste axer plus sa prépa sur les Ardennaises, il aura largement sa place. Mais en fait, finalement, tu vois, quand on les met bout à bout, on se dit qu'il y a peut-être 4 ou 5 coureurs pour challenger Pogacar. Donc s'ils étaient tous là dimanche au départ, on se dirait, il y a vraiment, enfin un peu comme on l'a fait sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, il y a de la concu. Sauf que là, en fait, la concu, clairement, il y en a qu'un qui sera là dimanche, quoi, tu vois. Donc c'est un peu dur aussi d'envisager le paysage, parce qu'en effet, il y a de moins en moins de spécialistes, mais ça c'est parce que c'est le fameux cyclisme total prôné par les médias, mais finalement, ça devient un petit peu ça. Donc on a moins de mecs spécialisés dans tel ou tel truc, mais par contre, les mecs qui seraient capables de fumer Pogacar là, ils seront pas là, quoi. Hormis Remco. Ah ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est là qu'on voit qu'on dit qu'il y a. En gros, les gens ils parlent de mutants, de fantastique et tout, et on dit qu'il y en a 5-6 là en ce moment. En gros, Van Aert, Van Der Poel, Pogacar, Roglic, Evenepoel et Vingegaard. Mais c'est là que tu vois il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, parce que t'en as 2 qui se concentrent vraiment sur les classiques flandriennes, t'en as les 3 autres qui se concentrent, enfin un autre qui va sur les Ardennaises, 2 autres, Roglic et Vingegaard, qui se concentrent exclusivement sur les grands tours. Et t'as lui qui fait tout en fait. Oui, mais... Franchement, il est là et du coup, enfin voilà, tu vois, j'ai du mal à. Et en fait, c'est le seul qui peut tout viser, c'est-à-dire que tant qu'à mon avis, Van Der Poel et Van Aert seront sur les Flandriennes, ils feront pas les Ardennaises. Tant que Vingegaard, il aura pas confirmé son statut sur les grands tours, il viendra pas faire les Ardennaises. Donc finalement, t'as Remco qui a encore tout approuvé sur les grands tours et qui vise les grands tours, Roglic qui vise exclusivement ça. Donc voilà, on arrive à un stade où finalement, forcément, il aura peu d'adversité là-dessus parce que c'est le seul finalement de tous capable de faire ce qu'il fait, quoi. Après, en vrai, si tu regardes, bon là, quand il a été face au gars, bon bien sûr, il a gagné le Tour des Flandres et bon voilà, on sentait qu'il l'avait dans les jambes, il l'avait déjà montré l'année dernière. Mais par exemple sur Milan-San Remo, il va pas la chercher, tu vois. Je veux dire, quand il est confronté au mec monstrueux, c'est pas toujours lui qui gagne à la fin, quoi. Par exemple, tu vois, quand on reprend l'exemple des Tours de Lombardie, bon, bah l'année dernière, il bat Enric Mas au sprint, mais c'est pareil, j'ai l'impression que on n'a pas un Tour de Lombardie où, encore une fois, les mecs qui auraient pu vraiment. D'autres mecs à son niveau auraient pu le challenger étaient là. Et quand il le gagne, par exemple, il y a. Donc l'année d'avant, pour moi, il le gagne aussi parce qu'il y a une terrible erreur de course des quick step et tout, et que du coup, il se retrouve dans le final. Il n'est pas tout seul dans le final, et il se retrouve dans le final avec un mec qui est moins bon que lui. Et il y a Julien Alaphilippe qui est juste derrière, qui à ce moment-là est monstrueux et aurait pu aller le chercher et qui aurait pu être un vrai client. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que quand il est confronté aux mecs qui ont pour moi son statut sur ces classiques-là, même si lui décide d'en courir plusieurs, il a pas forcément un ratio de dingue. Tu vois. Et après, c'est clair que là, typiquement sur les Ardennaises, il est juste au-dessus de la concurrence, quoi. Mais il n'est pas au-dessus du cyclisme mondial pour moi complètement à vraiment défoncer tout le monde partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il gagne et ok, il est très fort. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Quand il est confronté aux autres, il est pas forcément au-dessus, mais ce qui fait qu'il est au-dessus, c'est qu'il joue sur tous les terrains et qu'il gagne sur tous les terrains. Chose que voilà, Vingegaard aujourd'hui, personne l'a interdit de venir disputer le Tour des Flandres.
Non, mais le gars, il surdomine le Tour du Pays Basque. Oui, à mon avis, il avait tout à fait sa place sur la Flèche Wallonne et je suis d'accord avec toi. Liège-Bastogne-Liège, c'est son choix. Et voilà. Et ce qui met vraiment Pogacar au-dessus des autres. Alors certes, tu vois, Van Der Poel, Van Aert, Van Der Poel, il l'a dominé sur Milan-San Remo et il était pas loin au Tour des Flandres, mais Van Der Poel, il s'arrête au soir de Paris-Roubaix. Pogacar, il continue. Oui, mais et puis avec Pogacar, deux monuments, tu vois. Parce que Pogacar, mais Pogacar, il remporte Paris-Nice, tu vois, il fait pas rien non plus. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement le mec aujourd'hui le meilleur du peloton parce que parmi les fantastiques, c'est le plus complet. Ouais, voilà. Clairement. Mais tu vois, je pense qu'on va aussi voir évoluer les choses. Pour moi, si cette année, il repère sur le Tour de France face à Vingegaard, qui du coup a pas la même prépa que lui, on va commencer aussi à voir les choses différemment. Tu vois, en mode genre, ok, Pogacar est capable de gagner tout partout, c'est peut-être le plus polyvalent, mais en fait, du coup, face aux hyper spécialistes, tu vois, est-ce que ça va pas non plus aussi relancer une dynamique de spécialisation du cyclisme en mode Vingegaard, lui, clairement, jusqu'à maintenant, il est là, moi, c'est Tour de France, les gars, voilà. Et s'il regagne cette année avec cette façon-là de courir, peut-être qu'on va se dire peut-être qu'en fait Pogacar très bon, mais est-ce que c'est pas plus un classic man qu'un coureur de grand tour? Enfin, ça restera toujours un coureur de grand tour, mais face à un mec qui fait que ça, peut-être qu'il va prendre un peu un coup sur la tronche, tu vois. Ouais, alors dans tous les cas, moi je pense que s'il remporte Liège ce dimanche, et même s'il fait deuxième du Tour derrière, j'aurais du mal à me dire que c'est pas le coureur de l'année là pour le coup. Avec son début de saison, il peut arrêter le cyclisme jusqu'à 2024. Non, franchement, s'il gagne Liège, voilà. Mais effectivement, et puis dans tous les cas, s'il gagne Liège, il aura fait un début de saison de fou. Ok, il pourra perdre. S'il perd le Tour de France, il pourra se dire bon, de toute façon, toutes les classiques que je pouvais gagner, je les ai remportés, je vais me reconcentrer sur les courses par étapes. Donc j'ai envie de dire qu'aussi, aujourd'hui, à 24 ans, il a accompli tout ce qu'il pouvait accomplir sur les classiques. Il lui reste Paris-Roubaix, mais Paris-Roubaix, il pourra la regagner plus tard quand il sera, voilà, il aura remporté un peu le maximum de grands tours qu'il peut gagner. Mais j'ai envie de dire que déjà, à 24 ans, ça y est, j'ai gagné 2 fois le Tour de France et j'ai gagné l'ensemble des classiques. Alors, sauf Milan-San Remo, mais Milan-San Remo c'est en mars, donc il pourra toujours dans tous les cas la disputer, mais tu vois, il pourra un peu plus lâcher les classiques wallonnes du mois d'avril et plus se concentrer déjà sur sa préparation au Tour. Donc pour moi, c'était pas une erreur dès cette année d'aller, et puis en plus il a gagné. Donc, mais effectivement, t'as raison, ce sera intéressant de voir si c'est préjudiciable pour le Tour de France. Mais bon, ça, on en reparlera. En tout cas, pour dimanche, ça joue pas. Je pense qu'il n'aura pas la tête au tour et qu'il sera pleinement concentré sur Liège et qui sera très fort, tout simplement. Ah oui, non, mais puis je te dis, pour moi, on est clairement d'accord sur le fait que, de 1, il est ultra complet, de 2, je pense qu'il n'y a que des mecs hyper spécialisés sur tel ou tel terrain qui, aujourd'hui, peuvent encore le battre. Et donc, voilà, typiquement sur un grand tour ou sur une classique spécifique. Et que sur le reste de l'année, ça reste un putain d'épouvantail, quoi. Et que là-dessus, va falloir s'y faire parce que clairement, il baisse pas de régime d'année en année. Et plus il va gagner en expérience, moins il va faire de conneries et mieux il va gérer ses courses. On l'a vu sur la flèche aujourd'hui, donc on va aller dans ce sens-là. Alors moi, Titien, j'en ai parlé rapidement juste avant, mais je pense que la chose, ou du coup la personne qui peut faire que Pogacar ne gagnera pas ce dimanche, c'est le vainqueur sortant de Liège-Bastogne-Liège. C'est Remco qui va arriver en forme. Je pense qu'il va quand même arriver, l'ami Remco, avec les dents longues, dans le sens où je pense quand même que Paris-Nice, ça a jasé un peu quand même. Parce qu'il l'avait annoncé à la base dans son parcours, enfin dans sa prépa. Après, il y a Vingegaard et Pogacar qui sont là. Ah non, mais nous aussi on vient, coolos. Et puis lui, il est là. Ah bah non, mais moi en fait, je fais autre chose. En fait, j'ai changé d'avis. Et ça a quand même un peu causé en mode est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il a machin, est-ce qu'il a truc. Et je pense que quand t'es à ce niveau-là, c'est quand même des champions qui ont de l'ego. Ils vont se rencontrer sur une épreuve qui va aussi bien à l'un qu'à l'autre. Enfin, je veux dire, quand on voit leur profil, les deux, voilà, c'est pain béni cette course pour eux. Et je pense que Remco, il va avoir à cœur de dire c'est moi qui ai gagné l'année dernière. Ok, t'as fait le show depuis le début de l'année, mais moi j'arrive méga en forme, mon pote. Et si je peux te déchirer et te mettre 1 minute et que tout le monde s'en souvient quand je vais lever les bras et dire ah ouais, en fait, Remco c'est peut-être du solide et il a bien mis cher à Pogacar, il va pas se manquer de le faire. Et donc je pense qu'il va être un candidat très sérieux, peut-être pour moi le seul candidat très sérieux capable de battre Pogacar ce dimanche. Ah ouais, mais moi je suis excité comme un fou parce que franchement,
tu vois, on en parle on disait, voilà, Pogacar, c'est le nouveau Merckx, Evenepoel aussi, on s'est dit, ouais, c'est le nouveau Merckx, mais en fait, les deux, ils se sont jamais vraiment affrontés au top niveau, tu vois. Pour moi, ils ont eu deux occasions de courir sur les mêmes courses. Une fois, c'était sur Tirreno 2022, donc l'année dernière. Mais Evenepoel s'est fait broyer par Pogacar, on s'en souvient, et sur l'étape de montagne, il explose totalement. Et ensuite, ils se sont recroisés sur les championnats du monde l'année dernière, mais avec des dynamiques différentes, où Evenepoel sortait d'une Vuelta, il était sur sa dynamique de sa Vuelta, tandis que Pogacar avait une reprise poussive après le Tour de France, donc c'était pas un vrai duel. Là, pour moi, c'est le premier vrai grand duel entre deux stars du cyclisme qu'on annonce vraiment comme des ogres, et qui finalement, en fait, ont toujours eu des calendriers parallèles, en fait. Ils ont jamais vraiment, tu vois... L'année dernière, Evenepoel visait la Vuelta, Pogacar visait le Tour de France. Cette année, Evenepoel, c'est le Giro. Enfin voilà, ils se sont jamais vraiment affrontés. Et là, vraiment, pour moi, c'est vraiment la première fois. Je sais pas si t'as un autre souvenir. Moi, j'en ai pas d'autres en tout cas. Non plus. Et du coup, je suis hyper excité. Surtout que je pense que voilà, depuis l'année dernière et Tirreno, c'est plus du tout le même Evenepoel. C'est un mec qui a gagné un grand tour. C'est un mec qui est champion du monde. C'est un mec qui a déjà gagné Liège. Donc voilà, Evenepoel, Pogacar, c'est les deux derniers vainqueurs à Liège. Enfin, franchement, ça va être le duel au sommet. Donc moi, j'attends vraiment de voir ça. Et pour moi, s'il y a bien un seul coureur qui est capable de faire dérailler la machine Pogacar, c'est Evenepoel, parce qu'Evenepoel, voilà, il était impressionnant l'année dernière. Enfin, son attaque en pur puncher là, au sommet quand tout le monde est cramé de la redoute dans le replat au sommet, c'était impressionnant. Il a cette capacité ensuite à rouler, à tenir. Donc voilà. Enfin, je sais pas s'il le battra, mais en tout cas. Pour moi, il a tout à fait les moyens, et carrément. Alors je dis, Pogacar, c'est le favori de par sa saison depuis le début de l'année, mais en vrai, en théorie, je mettrais les deux au même niveau, parce que voilà, Evenepoel, c'est le vainqueur sortant, c'est clairement des profils qui lui sied à merveille. Seul petit bémol que je peux mettre, c'est que voilà, alors je sais pas où il en est. Il est en pleine préparation pour le Giro, donc peut-être comme on sait, les étapes décisives du Giro, c'est encore quasi dans un mois. Donc est-ce qu'aujourd'hui Evenepoel est déjà au top? Je sais pas. Dans tous les cas, voilà. Pour moi, à la pédale, si vraiment ça se joue à la pédale, c'est le seul coureur capable de lâcher Pogacar, et Pogacar serait bien avisé de ne pas lâcher la roue de Remco Evenepoel ce dimanche, parce que voilà, je pense qu'il peut le mettre à mal. Oui, puis Evenepoel, c'est pas une mauvaise pointe de vitesse non plus. Enfin, je veux dire. Et puis, je pense qu'il aura aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'impression que va y avoir une armada de chaque côté, quoi. Quick-Step, ils vont sortir la lourde autour de Remco, et UAE, je pense qu'ils ont une équipe encore meilleure sur les Ardennaises que sur les Flandriennes. Donc ça va être très intéressant. Et puis je te rejoins. Alors l'état de forme à voir. Après, bon, je pense vraiment que Remco, il est en forme. Il prépare son Giro et tout. Il sait que ça va être long, que ça va être dur et tout. Mais je pense que voilà, sur une course comme ça, c'est parfait. C'est parfait pardon, pour préparer, qu'il l'a bien mise dans son calendrier. Et puis, je pense il prendrait pas le risque de se prendre une grosse branlée, tu vois. Et je pense que le fait qu'il soit pas allé sur Paris-Nice, c'est pas pour aller derrière sur Liège et se prendre 4 minutes par Pogacar en ayant lâché à 50 bornes de l'arrivée, tu vois. Donc je pense qu'il sera là, et qu'il sera bien là. Je m'inquiète pas trop là-dessus, et ça va faire un très beau duel. Alors d'ailleurs, Titien, si tu devais mettre une petite pièce sur ce duel, tu la mettrais sur qui ? Je la mettrais quand même sur Pogacar, parce que ce qu'il réalise depuis le début de la saison, je trouve ça complètement fou. Et après, je pense quand même qu'il a cet avantage d'avoir quand même une pointe de vitesse qui me paraît supérieure à celle d'Evenepoel, même si lui, il a bien progressé dans ce domaine. Mais pour moi, Evenepoel, ça reste l'outsider aujourd'hui par rapport à Pogacar. Donc voilà, à parier, je mets quand même la pièce sur Pogacar. Après, voilà, on a affirmé dans la dernière émission triple couronne que le triplé serait pas fait avant longtemps. On l'a affirmé ça il y a même pas une semaine et demie. Donc
si Evenepoel pouvait faire en sorte qu'on se trompe pas sur un prono pour une fois. Voilà. Enfin, tout ce que j'aimerais, en fait, c'est que ça parte de loin. Et je pense que dans tous les cas, les deux, en fait, ils ont intérêt à ce que la course parte de loin. Ces deux coureurs endurants, c'est pas forcément les mecs qui, sur une côte, sont assurés à 100% dans la côte finale de pouvoir mettre un assez gros écart à la concurrence. Donc, je les vois bien, tu vois, partir tous les deux dans comment s'appelle, dans la redoute là, et puis voilà, se départager dans le final. Mais moi je dirais quand même Pogačar qui est sur sa dynamique depuis le début de l'année. Eh ben écoute, allez, moi je vais mettre la pièce sur Remco Evenepoel. Je me dis ok, peut-être que la question c'est son état de forme, mais je le vois bien arriver très en forme, tu vois. J'ai l'impression que sur le Tour de Catalogne, il s'est un peu fait avoir par l'expérience de Primoz, et puis aussi le fait que, vu qu'il l'avait un petit peu fumé sur la Vuelta l'année passée, il a dû se dire oh, le Primoz il est vieux et tout, enfin ça y est, j'ai un peu pris le dessus, puis en fait le Primoz il a quand même encore quelques restes, mais je sais pas, je le sens bien en forme, je sens qu'il en a dans les cannes. Je pense que, tu vois, on parlait de course parfaite pour tel ou tel coureur. Franchement, je pense que Liège c'est parfait pour Remco, mais vraiment, hein, je pense qu'il n'y a pas de meilleure course pour lui aujourd'hui que celle-ci, parce qu'il faut aussi être capable, quand tu attaques de loin, de rouler, de tout ça. Voilà, on sait que c'est un mec qui a souvent gagné en partant de très loin tout seul, et il est capable de le faire. Et lui, tu peux être sûr que s'il est devant tout seul, il va pas tergiverser, il va pas se dire oulala, est-ce que je pars pas un peu trop tôt ou machin, peu importe le kilométrage auquel il est parti. Alors tu me diras, Pogačar, c'est un peu sa manière de faire aussi. Mais j'ai l'impression que Remco, c'est vraiment sa marque de fabrique. Tu vois, si tu me dis comment gagne Remco, moi je te dis il part à 50 bandes de l'arrivée et il met tout le monde d'accord. Voilà, c'est sa façon de gagner. Donc voilà, et puis je crois qu'au fond de moi, au-delà de votre pronostic, parce que moi j'aime bien aussi l'idée que Radio Fringale est incapable de pronostiquer un truc correctement, c'est fun. mais j'aimerais bien, ouais, même pour le vélo aussi, de se dire que voilà, la Remco il arrive et qu'il prouve en fait que ok, Pogačar est hyper complet, hyper fort et tout, hyper machin, mais que t'as aussi des mecs qui sont capables de le challenger et qui sont aussi très forts, et que pour les années à venir, ça devienne aussi un peu un duel de genre les deux sont là, on sait pas si on les retrouve en juillet ou ce qu'ils vont courir derrière, mais par contre ils vont se la donner sur Liège, et ça va être stylé. Puis j'ai l'impression que Pogačar il aime bien aussi ces rivalités là, tu vois, l'année dernière il perd face à Van Der Poel. Cette année il est là au début du Tour des Flandres et il lui fait par contre mon coco elle est pour moi cette année, quoi. Et donc voilà, pour relancer aussi un peu l'intérêt et tout, et enfin pas le relancer mais même développer l'intérêt sur ces courses là, j'aimerais bien voir Remco s'imposer, donc je vais mettre ma pièce sur lui. Et écoute, au moins, franchement là, si Radio Fringale ne fait pas le bon prono, je pense que c'est fini, on n'en fera jamais un seul. Je quitte l'émission. Franchement là, si on n'a pas le vainqueur en ayant chacun dit un des deux coureurs différents, c'est que vraiment il y a plus aucune chance, quoi. Et je peux te dire que quand c'est l'ami Dylan Teuns qui va lâcher tout le monde dans la roche au faucon, ça va moins faire les malins. Ça n'arrivera pas. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça en parlant de Ghana, pour rigoler, Ghana était deuxième de Milan-San Remo, donc faut que j'arrête. Mais du coup, on a parlé de nos deux grands favoris. Maintenant, on va rapidement balayer un petit peu, parce que à moins que t'aies d'autres raisons qui pourraient faire perdre Pogačar ce dimanche, pardon. Peut-être que je m'emballe. Non, à part, pour moi, il y a 3 choses. Ah ouais. Bon, une chute ou une crevaison. Même pas une crevaison, t'as vu sur l'Amstel, ça suffit pas. Une inscription surprise d'Alejandro Valverde, peut-être. Et après sa super place en gravel le week-end dernier. Ouais, on sait jamais. Tu vois. Non, franchement, voilà, pour moi, c'est soit sa forme qui décline vraiment, soit un Evenepoel qui est trop fort pour lui. Mais c'est les deux raisons. Les autres derrière, pour moi, c'est vraiment des outsiders qui pourraient profiter de circonstances de course. Alors, en parlant d'outsiders, on va en citer quelques-uns. Moi, un mec qui a été un peu à la peine aujourd'hui, je m'attendais un peu à mieux, mais qui, je pense, a un profil parfait aussi pour cette course-là, c'est Quinten Hermans. C'est un coureur que j'aime bien. Il a fait 2e l'année dernière, un peu à la surprise générale. Alors moi j'avais bien le seum parce que je l'avais mis sur la flèche, parce qu'il avait pas trop mal réussi 2 ans auparavant sur la flèche. Cette année-là il crève, mais j'avais pas vu qu'il avait crevé, donc il fait une place anecdotique sur la flèche. Je me dis il doit pas être en forme, et puis il arrive sur Liège, à l'époque il valait 200, et puis sur Liège il fait 2e, quoi. Donc fallait l'avoir. Et je pense que ça va être intéressant de voir Quinten Hermans. Alors j'ai du mal à aller le voir battre
Pogacar ou du Evenepoel. Mais par contre, pour viser un top 5, voire même faire son deuxième podium sur Liège en 2 ans, je pense qu'il a sa place. C'est une course qui lui va bien. Et en plus, il aura certainement, avec Kragh Andersen, le leadership chez Alpecin. Donc, coureur à suivre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est peut-être un collectif. Alors, franchement, c'est pas celui qui est le plus impressionnant depuis le début de l'année, mais ils vont. Tu vois, c'est la Bora. Alors, encore une fois, je suis loin de me dire qu'ils vont tout écraser, mais collectivement, ils viennent quand même avec 3 mecs qui peuvent briller. Et normalement, ils vont venir avec Vlasov et Kamna qui sortent du Tour des Alpes. D'ailleurs, Très Kamna fort. qui a gagné brillamment la 3e étape. Ils montent bien en puissance sur ce Tour des Alpes. Tu vois, souvent, il y a des coureurs qui sortent du Tour des Alpes et en surcompensation, là, 2 jours après, qui brillent pas mal à Liège. Et puis, il y aura Jay Hindley qui a été pas trop mauvais sur l'Amstel Gold Race. Je le voyais pas du tout briller sur une course comme ça. Lui qui est vraiment pur coureur de grand tour. Bon, il était malade aujourd'hui, mais je me dis que potentiellement, voilà, ils ont 3 coureurs, ils peuvent lancer des cartes. Voilà, c'est peut-être un collectif qui peut faire des choses. Et puis deuxième coureur, moi que je vois bien, c'est Romain Bardet. Je trouvais vraiment en Cannes. à la peine depuis le début de saison. Et alors Romain Bardet, pour moi, le mur de 8, ça lui convient pas du tout. C'est pareil. Non mais lui c'est pas du tout son attaque ratée là, mais je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien, parce que j'avais peur que quand je l'ai vu attaquer d'aussi loin, je me suis dit oulala, soit il est dans sur une autre planète, soit ça sent les 100 derniers mètres à l'arrêt. Non, mais dans tous les cas, il m'a l'air quand même bien en Cannes. C'est jamais une montée qui lui a réussi. Le mur de lui, c'est pareil. Romain Bardet, c'est quand même un pur grimpeur avant d'être un puncher. Il préfère des longues ascensions et surtout, il est très très bon en endurance, Romain Bardet. On se souvient encore de ces mondiaux en 2018, là où c'était peut-être le plus fort dans les montées. Et voilà, Romain Bardet à son top, comme on l'avait vu l'année dernière sur le Giro ou le Tour des Alpes, il est vraiment impressionnant. Et je sais pas, je le sens bien pour dimanche. En tout cas, ça peut être un mec qui est parmi les 2, 3, 4 meilleurs de la course et qui ensuite peut profiter d'une situation de course. Donc voilà, pour moi, derrière le duo qui s'échappe, c'est peut-être, je dirais pas que c'est le 3e homme, mais en tout cas, c'est un de ceux qui me paraît le plus en canne et à qui le profil de la course et l'expérience sied le mieux. Mais tu vois, Kamna, franchement, je regardais, il a jamais brillé sur Liège. Je crois que sa meilleure place, c'est 21e. Mais au vu de sa renaissance, là, avec ce profil un peu de, tu sais, grimpeur baroudeur, machin, je me dis, il peut avoir un rôle hyper intéressant. Et puis on sait que quand Kamna est en forme, c'est quand même le mec qui te sort des trucs et qui te met sur le cul, quoi. Enfin, genre, Kamna qui est en mode, non, mais en fait, je suis imbattable aujourd'hui. Il est sacrément talentueux, le garçon, hein. Ah bah il fait gagner le Giro l'année dernière à Jay Hindley avec un relais de l'espace non, et puis il fait des... Non mais voilà, après encore une fois ce sera jamais le meilleur dans les côtes, mais tu vois c'est le genre de mec qui peut partir de loin et puis certes il est pas exceptionnel mais il tient très très longtemps, donc voilà, ouais pour moi ça peut être un atout. Et voilà, la Bora je pense qu'ils ont plusieurs cartes à jouer. Alors après, moi, il y a quelqu'un dont je voulais vous parler. Mais c'est deux quelqu'un d'ailleurs. C'est le petit duo Valter Benoot de la Jumbo-Visma. Tu les aimes bien ceux-là. Hein. Ouais, puis franchement, ils ont... Alors, autant ils se sont fait piéger et bêtement sur l'Amstel, donc dommage. Alors que je pense qu'ils étaient pas mauvais. Et aujourd'hui, alors Benoot, on sait que ça lui réussit pas trop mal la flèche wallonne, donc voilà. Mais les deux sont dans le top 10, hein, si je dis pas de conneries. Valter doit clôturer le top 10 et Benoot fait quoi, 5 ou 6, un truc comme ça, je sais plus. 4, ouais, 7. 7, pardon, oui, bon, 7, un peu moins bien. Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont en canne, les deux. Parce que même si la montée, voilà, il la gère, mais c'est pas forcément ce qui non plus, je pense, leur correspond le mieux. Et eux, on sait que si c'est long et que c'est difficile et qu'ils se font pas piéger comme des blaireaux, parce que j'ai un peu l'impression que c'est la thématique de la Jumbo sur ces dernières courses, c'est ça ou le pas de chance, mais bon bref, ça c'est une autre question. Il y a moyen qu'ils nous fassent quelque chose, et je pense vraiment qu'ils ont des profils ultra intéressants et qui pourraient convenir pour une très belle perf. Pour une très belle perf ce dimanche, donc à surveiller. Ouais, je te suis tout à fait, je te suis. Hein. Enfin, les deux, depuis le début de la saison, ils sont très forts. Non, alors après, c'est plus des mecs, tu vois. Tu vois, il y a un mec, je suis très content, ça y est, il semble retrouver des cannes, c'est Tobias Johansen, là, qui fait 15e
15e. En fait, pour moi, comme c'est des outsiders, je mise sur un scénario où finalement, voilà, ça se regroupe et puis ça se joue au sprint en petits groupes. Et tu vois, il y a quelques mecs qui sont rapides au sprint, des mecs comme voilà, Tobias Johansen qui revient bien, qui a une petite pointe de vitesse, ou Mathias Kielmos qui fait 2e aujourd'hui. C'est des mecs qui vont vite et qui peuvent tenir sur un final. Et voilà, dans un scénario où les deux qu'on annonce, ils sont pas si forts, ou voilà, bah, c'est des mecs également qui peuvent créer la surprise. Même un Van Gils, dont on parle assez souvent, qui progresse énormément cette année, bah, il a une petite pointe de vitesse. Donc voilà, tout ça, c'est des mecs qui, sur des circonstances de course, dans un final, ils peuvent faire quelque chose. Après, Van Gils, tu vois, je le mets quand même plus encore comme une wildcard que comme vraiment un outsider. En plus, c'est un mec que j'aime beaucoup, hein, vraiment, je le trouve top et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est quand même un cran en dessous. Par exemple, tu vois, je peux pas mettre Benoît et Van Gils au même niveau. Je me dis que, même si tu vois, par exemple, sur l'Amstel, mais bon, il y a eu ce fait de course où ils ont été piégés. Je pense quand même que des Benoît ou Walter, c'est encore un niveau au-dessus. Ouais, je sais pas. Quand tu fais 7e de la Amstel et 8e de la Flèche Wallonne, pour moi, tu fais quand même partie des outsiders. Hein. Pour moi, il a vraiment pris une dimension. Effectivement, c'est un nom moins ronflant sur l'expérience, tout ça, mais en termes de résultats bruts sur la semaine, pour moi, je me verrais bien le placer au même niveau que ces deux-là, puisqu'il fait des résultats au moins équivalents, voire mieux que les deux autres sur les deux courses. En tout cas, il faudra absolument le mettre dans l'équipe Cycling Fantasy, Van Gils. Hein, ouais, il coûte pas cher, je pense. Ah ouais, non, c'est un 200. Alors, Ben Illy, est-ce que c'était le feu de paille, ou est-ce que... bon, on savait que la montée aujourd'hui serait peut-être un peu difficile pour lui. Je pense que Liège lui correspondra un peu mieux. Est-ce qu'il peut aller nous chercher un petit top 5, le Ben Illy, ce dimanche? En fait, Ben Illy, je pense que c'est pas vraiment un puncher. Je pense qu'il a pas une grande pointe de vitesse ni un grand punch. Lui, il a besoin d'une course, et c'est pour ça que je pense qu'il a brillé sur l'Amstel. C'est que c'est parti de loin, et j'ai l'impression que lui, c'est un mec qui a du gaz, quoi. C'est-à-dire que pour lui, là, c'est un excellent baroudeur. Lui, je te parie, dans les années futures, il va aller en chercher à l'appel des étapes sur les grands tours. Ouais. Quand il va partir en échappée dans un groupe de 15, et puis qu'il va quitter le groupe de 15 à 50 km de l'arrivée, ils le reverront jamais. Ah non, mais pour moi, c'est un mec qui va en gagner beaucoup des courses comme ça. Et Liège, ça lui convient bien parce que voilà, c'est la Flèche. Autant dire que pour moi, la seule façon qu'il pouvait briller, c'était de démarrer dès le pied du mur de 8 et puis d'essayer de les avoir à l'usure. Mais je pense que d'une, c'était une montée un peu dure pour lui. De deux, il découvre un peu tout ça. Je l'ai vu, il a démarré le pied du mur de 8 quasi en 50e position, dernier du peloton. Donc voilà, une course lancée de loin, et c'est ce qui risque de se produire avec les phénomènes qu'on a aujourd'hui. Ça peut l'avantager. Alors encore une fois, c'est un coureur qu'on découvre. Donc sur des courtes côtes comme la Brabançonne ou l'Amstel Gold Race, il a été fort. À voir si il a des qualités de grimpeur, et ça, j'en suis pas vraiment sûr, assez bonnes pour briller. Mais voilà, en tout cas, c'est un mec, attention, s'il s'en va tout seul à 40-50 km de l'arrivée, il va falloir le surveiller. Alors moi, il y a un mec dont je veux parler. On l'appelle l'inconstant dans le milieu, c'est Tom Pidcock. Et je pense pareil que Liège-Bastogne-Liège, c'est une course qui va lui correspondre à merveille. On sait qu'il aime quand même les côtes un peine plus longues, Tom Pidcock, et du coup je pense que c'est pas trop mal. Et j'ai l'impression que c'est aussi le mec Pidcock qui est capable d'être en forme sur les objectifs qu'il s'est fixés. Et je pense que Liège, au vu de son retour, après voilà la chute qu'il avait eue sur Tirreno, et on sent que ça a mis quand même un sale coup dans sa prépa, parce qu'il nous avait fait... j'allais dire un Milan-San Remo, pas du tout, une Strade Bianche magnifique où il va gagner. J'ai l'impression que là, pour moi, s'il a visé les Ardennaises, c'est celle sur laquelle il sera le plus en forme. Il sera très bien entouré, parce que bon, voilà, même si Daniel Felipe Martinez, début de saison, milieu de début de saison, c'est pas tout ça, là, il avait pas trop mal démarré, mais là, il stagne un peu. Il aura quand même une belle équipe autour de lui, Pidcock, et je pense qu'il peut être très intéressant sur cette course-là, sachant qu'en plus, lui, tu vois, s'il faut lancer des coups de loin ou attaquer dans un moment... Enfin, lui, il n'hésitera pas, quoi. Et si jamais ça se regarde un tant soit peu, notamment chez Pogacar et Evenepoel, alors bon, c'est pas leur genre de trop se regarder eux non plus, mais on sait jamais, je pense qu'il va être en canne, Tom Pidcock, ce dimanche.
Ouais, tu lâches pas l'affaire avec Pidcock, mais ouais, t'as raison. Alors, dans tous les cas, moi, sur sa classe naturelle, on le met forcément parmi alors si ce n'est pas les grands favoris, les plus sérieux outsiders sur la course. Je pense que c'est une course qui lui convient très bien. D'ailleurs, pour moi, quand même, les Ardennaises, ça lui convient mieux que les Flandriennes, sur lesquelles il passe beaucoup de temps chaque année, pour l'instant, sans vrai résultat. Mais Pidcock, je sais pas quoi en penser. Il peut être, voilà, c'est vraiment le coureur qui peut être phénoménal aussi bien qu'il peut être décevant. Donc, écoute, j'ai envie de dire que ça peut être qu'une bonne surprise. Moi, je pense quand même qu'au fond, il était parti pour faire une grande saison. Il a très bien géré. Il a arrêté le cyclocross à temps. Il était très fort en début d'année. Sa victoire sur l'Estrade, elle était quand même impressionnante. Il a fait un solo de 45 km. Pour autant, je pense que malheureusement, la chute sur Tirreno, ça a quand même bousillé la préparation. Une chute comme ça, en plus, on s'en remet pas facilement. Et déjà, je trouve qu'il retrouve un assez bon niveau. Je pense juste que malheureusement, en ce moment, cette chute fait qu'il est pas au niveau voulu. Et c'est dommage parce que moi, j'en avais fait vraiment en début de saison, sachant qu'il est visé un des grands favoris. Il y a qu'à voir sa victoire à l'Algarve au début d'année qui montre que sur des courtes bosses bien pentues, il est très très fort. Donc j'ai envie de dire que je peux être que positivement étonné par Pidcock dimanche. Moi, je me mouille un peu, j'y crois pas. Je pense que voilà, il n'est pas assez en forme pour briller et que juste ça va encore plus désavantager l'enchaînement des côtes. Mais écoute, c'est comme en cyclocross, cet hiver, des fois on disait il a aucune chance parce que c'est pas du tout un circuit qui lui convient, et puis il jouait avec Van Der Poel et Van Aert, donc voilà, coureur très imprévisible. Et écoute, moi je l'aime beaucoup, donc je demande qu'à être surpris, mais il sera pas dans ma compo Cycling Fantasy. Il m'a fait perdre trop de points sur les 2 dernières courses là. Moi, celui que j'ai peut-être envie de mettre dans ma compo Cycling Fantasy, c'est un mec qui m'a étonné aujourd'hui. Je l'avais mis dans ma compo et grand bien m'en a pris parce qu'il est pas trop mal en forme. C'est l'ami de Giulio Ciccone qui a jamais trop brillé sur les Ardennaises jusqu'à maintenant. Tant sur Liège que sur la Flèche. Et là, il nous a fait une très beau tour de Catalogne où il a joué avec les meilleurs. Et puis une 5e place aujourd'hui assez impressionnante pour un mec qu'on n'avait pas vu encore dans le top 10 de la Flèche depuis qu'il court. Enfin, ça commence à être un coureur. Bon, il a 28 ans, c'est pas un vieux de la vieille, mais je veux dire, il commence à rouler sa bosse un peu, l'ami Julio. Hein. Ouais, moi je le kiffe, ce coureur, voilà. J'aime bien en fait un peu les baroudeurs des montagnes, les grimpeurs comme ça, et je pense que Ciccone, on l'a vite catégorisé grimpeur, mais pour moi c'est un peu un grimpeur puncher. Il a quand même une très très bonne pointe de vitesse sur des finishes, et les courtes côtes, ça lui convient également très très bien, on l'a vu aujourd'hui. Donc ouais, pareil, j'en fais pas non plus un de mes 5 grands favoris, mais c'est la première fois, je vais être très curieux de le voir, et j'hésite encore à le mettre dans mon équipe. Donc et voilà, il coûte un peu cher par rapport à l'incertitude que c'est, mais en tout cas, moi je serais trop content de le voir faire un super résultat sur cette course. Est-ce que tu as encore un vrai outsider? Et puis après, je pense qu'on pourra tranquillement passer après, tu vois, il y a des mecs... Il y a des mecs comme on peut parler rapidement, tu vois, des Landa, des Henrik Mas. J'ai peur qu'en fait, c'est soit des coureurs qui soient très forts, mais qui soient jamais le plus fort, et ensuite, malheureusement, vu qu'ils ont aucune pointe de vitesse, ils puissent pas gagner. Donc, je suis persuadé que, tu vois, ils seront là, sûrement dans les 10, mais je les vois pas gagner parce que ils arriveront pas à faire la différence, et derrière au sprint, ils se feront laminer, quoi. Et ben moi, je vais te donner ma wildcard, Titien, c'est Victor Lafay. C'est ma wildcard pour dimanche. Alors pareil, il a jamais trop brillé sur ces courses-là, même s'il les a quand même faites quelques fois. Mais déjà, il sort d'une très belle victoire sur la classique Grand Besançon. Il finit 7ème du Tour du Jura, mais je crois qu'il y a une histoire de crevaison, non dans la dernière ascension qui lui permet pas d'aller jouer la victoire. Ou c'est sur le Tour du Doubs, voilà. Je sais plus. Et puis il fait une super 6ème place aujourd'hui, encore une fois sur une course qui lui avait pas trop réussi jusqu'à maintenant, donc qui prouve qu'il est en forme. Alors je le vois pas aller viser un top 5, je pense que ce serait très chanceux, mais par contre je pense qu'il a bien moyen de rentrer dans le top 10, l'ami Victor, et j'aimerais bien voir le voir performer, et peut-être qu'ils se disent en ayant une belle performance là que les Ardennaises, ça peut aussi être pour lui, quoi. Et puis il fait une belle saison, 4ème de la Faune Ardèche cette année. Enfin, il me semble pas trop mal, et je pense que c'est un parcours qui pourrait lui plaire.
Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, ceci près que autant pour moi, je pense que dans un effort d'1 kilomètre de pur puncher, c'est un des meilleurs du monde. J'ai un peu peur juste de l'enchaînement des difficultés, mais écoute, ça, on verra. C'est là pour moi où il pêche encore un petit peu. C'est sur l'endurance, sur une longue course. Mais voilà, en tout cas, clairement, lui, c'est vraiment un pur puncher, Victor Lafay. Et ce sera en tout cas derrière Bardet, je pense, une des meilleures chances françaises sur la course, vu l'état de forme de David Gaudu. Ça va être dur de compter sur lui. Donc Lafay, ouais, les espoirs français, c'est un des seuls coureurs sur lesquels on peut miser quelque chose. Donc je te suis et je l'aime beaucoup en plus. Est-ce que tu aurais une wild card? Ouais, j'ai une wild card. Alors, ouais, j'ai une wild card. Pour moi, c'est un coureur de la Lotto Destiny, un grimpeur belge qui monte bien en puissance cette année après Maxime avoir Van été un Gils? des meilleurs chez les. Non, c'est un autre. C'est un mec qui est peut-être un peu moins puncher que Van Gils, mais je pense meilleur grimpeur. C'est Lennert Van Etvelt. C'est pas le plus connu de tous les coureurs dont on a parlé. Mais en fait, Van Etvelt, il est passé pro cette année. Il a 21 ans et en fait, c'est un mec qui jouait un peu avec les autres espoirs dont on a parlé, puis notamment les Lenny Martinez, tout ça. Il était un peu au même niveau en montagne avec les Huchte-Brooks et depuis le début de la saison, il est vraiment pas mal. Il était fort en début d'année. Et puis, tu vois, il fait 15e du Tour de Catalogne. 4e du classement des jeunes. Ouais, 4e du classement des jeunes, donc 22e de la Flèche Wallonne. Alors encore une fois, c'est pour ça que c'est une wild card, hein. C'est pas du tout le mec qui va là s'imposer ou en top 10, ça me paraît quand même assez utopique. Mais je me dis c'est un coureur qui a je le sens bien, il y a un gros potentiel. Il a également un peu un bon punch, une bonne pointe de vitesse. Donc moi, c'est mon pari pour un top 15. Ok, parfait. Bon, et bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Finalement, on aura quand même bien passé 1 heure pour cette preview. Bah ouais, écoute, mais voilà, quand on est passionné, on a envie d'en parler, donc c'est normal. Et voilà, je pense que même s'il y a un et voire 2 épouvantails, moi j'attends cette course avec impatience, bien plus que les Liège-Bastogne-Liège des années 2010 où j'attendais le sprint de Hans avant tout, quoi. Ok, bien écoutez mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire quel est votre grand favori pour ce dimanche. Et puis, si vous avez envie de vous abonner, on est toujours dans cet objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant le début du Giro, début du Giro qui approche à grands pas. Donc c'est le moment, faites tourner, abonnez-vous si vous nous découvrez. En attendant, prenez soin de vous, pensez à vous alimenter parce que la course de dimanche sera longue et comme l'a dit Titien, le dénivelé positif est présent. Donc attention. Et puis on se dit à bientôt. Salut Titien. Salut, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao, ciao.